Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur les métiers du secteur sanitaire et social. Bienvenue à cette conférence professionnelle organisée par Océane et par moi-même, donc les ambassadeurs métiers de l'action publique. L'intérêt de ce genre de conférence, c'est de pouvoir présenter aux étudiants de Sciences Po Lille, en master comme aux étudiants du premier cycle, les parcours qui sont possibles une fois le diplôme en poche, si je puis dire, une fois la formation à Sciences Po terminée. Au premier semestre, on s'était intéressé avec Océane au métier de la justice, la magistrature, le métier d'avocat et autres. Ce soir, on va s'intéresser à un sujet plutôt d'actualité. Je n'apprends rien à personne concernant la crise sanitaire. Nous allons nous intéresser au métier du secteur sanitaire et du secteur social. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il s'agit bien évidemment d'un enjeu d'actualité. Les affaires publiques n'ont jamais été, je pense, n'ont jamais été à ce point au cœur de ces thématiques. Et puis aussi, soyons honnêtes, j'ai regardé dans les archives des conférences professionnelles de l'école, c'est une thématique qui n'avait pas été traitée depuis plus de 2 ans. Je crois que ça remonte à fin 2017 qu'il y a une thématique sur ce genre. Et donc, ça nous paraissait intéressant avec Océane, à nouveau de présenter ces parcours et tous ces cheminements qui sont possibles. Donc, l'intérêt à travers le témoignage de nos intervenants, que nous remercions très chaleureusement au nom d'Océane et de moi-même pour leur disponibilité ce soir, c'est de présenter les parcours possibles, les concours qui sont réalisables après la formation à Sciences Po, et de découvrir finalement une thématique que nous connaissons peu finalement quand on est étudiant en master d'affaires publiques. Le fonctionnement de cette conférence, il est assez simple. Chaque intervenant va présenter son parcours, présenter les concours, les missions qui sont réalisées actuellement dans leur domaine pendant un quart d'heure chacun et chacune. Et ensuite, on va passer à un échange. Donc, j'invite tous les participants et les participantes qui nous écoutent de la conférence à poser leurs questions sur le chat. Vous avez un chat qui est à votre disposition. À ne pas attendre la période des questions pour poser vos questions. Ne vous inquiétez pas, on va les reprendre et on essayera de poser le maximum de questions à nos intervenants. Mais en tout cas, on va fonctionner ainsi. Je laisse la parole à Océane pour nous présenter nos intervenants et à toutes et à tous, excellente conférence professionnelle. Merci Emilien. Comme le disait Emilien, nous avons le plaisir d'accueillir donc 3 anciens élèves donc, de Sciences Po Lille qui ont des parcours très différents. Donc tout d'abord, Madame Bastien, donc, qui est diplômée de la majeure Politique et Société, donc de la promotion Umberto Eco, et qui est actuellement directrice de la Caisse d'allocation familiale de l'Orne, et qui est notamment passée par le N3S et qui a notamment également été jury pour ce concours. Donc elle pourra nous en dire quelques mots. Nous accueillons également Monsieur Cadas, qui est diplômé de la majeure métier de l'action publique et donc de la promotion Victor Hugo, et qui est actuellement chef de cabinet de la Caisse primaire d'assurance maladie, et qui également est passé par l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Et nous accueillerons également Monsieur Domain, qui a un peu de retard, mais qui ne devrait pas tarder à arriver, et qui est diplômé de la majeure service public de la promotion Léopold Sédar Senghor, et qui est directeur des relations avec les universités et les organismes de recherche dans la direction de la recherche clinique et de l'innovation, donc aux hôpitaux de Paris. Donc, je vais peut-être laisser Madame Bastien commencer, donc présenter son parcours en quelques mots. En quelques mots, merci et ravie de rejoindre ce webinaire. Donc, merci de votre invitation. Donc,
en un petit quart d'heure mon parcours. Donc, vous l'avez noté, 1994, je fais partie de la première promo de Sciences Po Lille. Donc ça commence à dater un peu. J'avais comme vocation initialement de rejoindre les collectivités territoriales et j'ai commencé par travailler pour un maire dans une commune de Normandie. J'aurais aimé aussi peut-être être journaliste, tout ça ne s'est pas fait et finalement j'ai rejoint un organisme de protection sociale puisque, mon premier poste, on va dire, professionnel stable, a été de rejoindre une caisse primaire, la caisse primaire de Valenciennes dans le Nord. Donc, j'étais à ce moment-là chargée des questions de ressources humaines, puisque dans mon parcours à Sciences Po, on avait pas mal travaillé aussi sur la sociologie. Donc, il y avait aussi une option d'ailleurs ressources humaines et sociologie des organisations. Donc, c'était aussi intéressant de ce point de vue-là, à l'époque où on travaillait sur les questions de réduction du temps de travail. Donc ça, c'était ma première fonction et ensuite donc j'ai eu cette particularité de passer le concours en interne, puisque j'ai pris un premier poste dans cette caisse primaire d'assurance maladie à Valenciennes sur les questions RH et en fait, pour rejoindre les organismes de protection sociale, on peut passer le concours soit en externe, soit en interne et en interne, il faut une durée de 4 ans en poste à un certain niveau et vous allez vite le comprendre, la probabilité de réussite en concours interne était beaucoup plus importante que sur le concours externe. Donc, j'ai patiemment attendu mes 4 années internes et j'ai passé ce concours donc en 2004. Sur la sortie du concours, j'ai eu un autre poste dans une autre caisse primaire à Rennes. Où c'était l'époque de la mise en place de la réforme de l'assurance maladie qui avait été mise en place et votée par un ancien directeur général de l'assurance maladie assez connu, Frédéric Van Rockeghem. Et ensuite, donc après ce parcours-là où j'étais chargée des relations avec les professionnels de santé et pour faire de ce qu'on appelle en assurance maladie de la gestion du risque, c'est-à-dire la bonne adéquation entre les dépenses de santé et le besoin en fait de santé. Mais Corentin pourra en parler beaucoup mieux que moi après, puisqu'il est actuellement dans cette CEPAM. Donc après cette étape-là, j'ai rejoint donc la CAF d'Ille-et-Vilaine en tant que directrice adjointe. J'ai fait un petit tour en extérieur, comme on dit, c'est-à-dire j'étais en détachement dans une caisse de retraite des professions libérales. Alors c'est un monde un peu parallèle à la sécurité sociale, mais ça reste dans la sphère de la sécurité sociale. Et donc je suis revenue ensuite en branche famille. Et donc actuellement, et depuis 2017, je suis directrice de la CAF de l'Orne. Alors, sur cette fonction, cette dernière fonction de directrice, je dirais qu'en fait, j'ai 2 volets principaux. Je suis d'une part une chef d'entreprise, c'est-à-dire que la CAF de l'Orne, c'est à peu près 130 salariés. C'est un petit organisme. Les plus gros organismes par exemple en CAF, c'est plus de 1000 salariés. Donc déjà, en tant que chef d'entreprise de 130 ou de 1000 salariés, on a des occupations quotidiennes très denses de recrutement, de mobilisation des équipes sur les objectifs, de négociation avec le comité social et économique, c'est-à-dire les représentants du personnel. J'ai un conseil d'administration aussi à animer avec un président et 24 administrateurs et en CAF, le conseil d'administration a encore un rôle assez important sur l'attribution de subventions d'action sociale sur le territoire, là en l'occurrence de l'Orne. Et j'ai des missions totalement pragmatiques de type construire des nouveaux bâtiments ou rénover des bâtiments ou m'intéresser à la sécurité de mes salariés. Et bien sûr, Océane y faisait référence.
pendant toute la crise sanitaire, bien sûr qu'on s'est occupé des allocataires et du public extérieur, mais on s'est aussi beaucoup occupé de nos salariés avec la vague du télétravail qu'il a fallu organiser en quelques jours. Il a fallu mettre quasiment les 130 salariés à la maison avec du matériel informatique, des connexions et surtout une organisation du travail qui permette de conserver le lien quotidien avec les salariés, alors que la direction et l'équipe de crise étaient réunies quotidiennement au siège de l'entreprise. Donc, il y a ce gros travail-là qui occupe beaucoup, hein, les ressources humaines et le management des équipes, c'est vraiment une mission très importante dans mes fonctions. Mais j'ai aussi une autre partie qui est très, très importante, c'est celle du partenariat extérieur, donc avec les principaux interlocuteurs de l'action sociale, les directions des services d'État, hein, la direction départementale de la cohésion de la cohésion sociale et de la protection des populations, donc DDCSPP, pardon. Le conseil départemental est un interlocuteur très important en CAF puisque c'est un des piliers quand même de l'action sociale territoriale. Et j'ai aussi beaucoup de relations avec toutes les collectivités territoriales et principalement les communautés de communes, puisqu'à l'échelle des communautés de communes, on peut signer des contrats d'intervention de la CAF pour mettre en place les services familiaux et sociaux qui répondent aux besoins de la population, en particulier des crèches, des centres sociaux, des services de médiation familiale en cas de séparation des couples et tout un tas d'autres services que l'on peut mettre en place. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le département de l'Orne, c'est un département rural mais assez pauvre, hein, qui est à 16% de pauvreté quand la moyenne nationale est à 14,8. On verse pour à peu près 280 millions d'euros de prestations sociales à peu près la moitié de la population du département. Donc, on a un rôle d'amortisseur social dans le département qui est absolument primordial. Et donc là, c'est l'autre volet de la crise sanitaire. C'est vrai que pendant cette crise sanitaire, il était essentiel que l'on puisse continuer à verser toutes les prestations, en particulier les prestations sociales de type RSA ou prime d'activité et toutes les autres allocations familiales qui sont donc des ressources importantes. On a un tiers de la population des allocataires qui vivent quasiment exclusivement des prestations versées par la CAF. Donc, on a un rôle social primordial sur ce domaine-là. Encore tout récemment, vous avez dû entendre que le président de la République a annoncé le versement de 150 € de prestations exceptionnelles aux bénéficiaires du RSA et 100 € supplémentaires par enfant. Et donc, c'est bien notre travail en CAF de verser à ces allocataires ces allocations supplémentaires en période de crise. Et donc, il faut organiser aussi non seulement le versement de ces prestations, mais aussi assurer toute la relation de service avec les allocataires, c'est-à-dire comment on organise les points d'accueil physiques, comment surtout maintenant on organise les points d'accueil numériques et téléphoniques avec ces allocataires, parce que bien sûr, nos accueils sont moins fréquentés qu'avant et ils ont été fermés pendant toute la période de confinement. Mais il fallait préserver le lien avec les allocataires. Et pour ça, on a toute une machinerie numérique et des développements informatiques qui sont très importants dans nos métiers. Et notre point de sensibilité, c'est bien sûr notre système d'information. On a des équipes au niveau national qui sont très performantes avec des développements très importants, mais bien sûr, le numérique a pris une place considérable dans nos métiers. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur mon profil et le type d'activité que je peux exercer au quotidien. Et donc, je rajouterai cette mention, voilà, tout à fait particulière d'être donc membre du jury du concours d'entrée à l'EN3S. Donc, depuis que j'ai fini, moi, Sciences Po, en fait, et depuis que j'ai eu la chance d'avoir réussi le concours de l'EN3S, j'ai toujours donné des cours
Alors, à l'IEP de Lille au début, mais aussi maintenant, j'interviens aussi en tant que professionnelle donc à l'EN3S auprès des différentes promotions. Et puis donc, depuis 2 ans, là, je suis membre du jury, c'est-à-dire que je corrige les copies de protection sociale. Et je suis membre du jury donc du grand oral pour le concours externe. Et donc ça s'est terminé là il y a peu hein, avec l'admission au concours. Et donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de candidats venant des différents IEP ou de Sciences Po Paris présenter le concours. Et on rappelle toujours hein, dans le rapport du jury qu'il est, pour ceux qui s'intéressent à l'EN3S, c'est toujours intéressant d'être allé faire un séjour ou une immersion dans un organisme. Je sais que la CEPAM de Rennes accueille beaucoup d'étudiants parce qu'en plus, il y a la proximité avec le HESP. Donc, ils s'intéressent à la fois à ces deux écoles. C'est un peu les deux concours phares que présentent des profils intéressés par le domaine sanitaire et social. Donc, encore une fois, c'est bien de connaître les métiers, de rencontrer, de faire des immersions et d'interagir avec des anciens élèves comme nous. Et donc, je vous invite volontiers à le faire, soit directement ou en allant regarder un peu nos profils. Je vous invite à nous poser des questions ou à essayer de candidater à des stages d'immersion dans les organismes pour voir très concrètement comment on travaille et tout l'intérêt et la diversité des métiers, puisque c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien travailler en CAF, en caisse primaire, en URSSAF. On peut aussi rejoindre des ARS. On peut travailler, j'ai des collègues qui sont partis travailler dans des conseils départementaux. Il y a même un de nos collègues qui travaille auprès de Anne Hidalgo, qui est dans son cabinet, qui est adjoint au cabinet d'Anne Hidalgo sur les questions sociales. Donc, il y a des diversités de parcours très intéressantes. Et donc, voilà, je vous encourage à vous renseigner encore plus sur le concours et les métiers qu'on y fait. Et je répondrai volontiers à vos questions tout à l'heure ou plus tard par mail si besoin. Voilà, merci à vous. Merci, madame. Je vais laisser la parole à Corentin Cadas. Je mentionne juste que Monsieur Domain nous a rejoint. Donc, bienvenue, monsieur. Merci pour votre disponibilité. Donc, Merci, désolé de mon retard, j'ai eu un contretemps, mais j'ai réussi à vous rejoindre. il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Je vais laisser la parole à Monsieur Cadas pour le même exercice que celui réalisé à l'instant par Madame Bastin. Et puis ensuite, ça sera vous, Monsieur Domain, et on passera et ensuite aux questions au moment de l'échange avec les étudiants qui nous écoutent, étudiants que j'invite d'ailleurs à utiliser le chat pour poser toutes leurs questions. Monsieur Cadas, je vous cède la parole. Merci à vous. Ravi également, comme Madame Bastien, de pouvoir échanger avec vous sur, en l'occurrence, la sécurité sociale. Du coup, moi, parcours un peu plus rapide à décrire. Donc, effectivement, formation à Sciences Po Lille, parcours assez classique, donc dans la filière générale, avec une année d'échange voilà, au Canada. Je me retrouvais un peu dans ce que disait Madame Bastien sur le fait de s'intéresser d'aller dans des organismes de sécurité sociale avant de passer le concours. Moi, j'ai découvert la sécurité sociale sur le tard, pour tout avouer. J'avais, pendant ma scolarité à l'IEP, un parcours plutôt orienté État, concours de la fonction publique d'État, donc avec voilà, beaucoup de stages réalisés en préfecture, en administration centrale à Paris. Et donc, c'est vraiment pendant l'année de préparation que j'ai découvert l'école de la sécurité sociale, les métiers auxquels elle destinait.
Donc voilà, une année de prépa réalisée donc toujours à Sciences Po Lille. Donc on pourra peut-être échanger un peu après sur la prépa à Sciences Po Lille, mais c'était un choix d'aller dans une petite prépa, entre guillemets, où on avait une petite promotion. On était une quinzaine, donc vraiment concentrés tous sur les concours avec des échanges riches de proximité avec les enseignants. Donc c'était tout à fait intéressant de réaliser cette préparation au concours à l'IEP de Lille. Et puis, donc, à l'issue de cette préparation, donc, j'ai été effectivement reçu au concours de l'EN3S, donc concours externe, école de laquelle je suis sorti en 2019. Et donc, ça fait maintenant voilà, presque 1 an et demi que je suis en poste à la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes, donc en tant que chef de cabinet. Donc la CEPAM de Rennes, donc une caisse qui compte près de 900 salariés. Donc là, voilà, on retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure, une assez grande diversité d'organismes, selon les territoires, selon les départements. Donc après, à l'assurance maladie, on a des caisses en général qui sont un peu plus importantes parce qu'on touche en général toute la population du département, peut-être contrairement au CAF. Donc pour donner quelques chiffres, suite à l'intégration des différents régimes, notamment l'ex-RSI en début d'année. Donc, c'est vrai qu'on couvre quasiment toute la population du département. Donc, en Ille-et-Vilaine, ça représente 1 million de personnes à peu près, donc 1 million d'assurés sociaux, pour un versement de prestations d'environ 2 milliards d'euros chaque année. Donc, les caisses primaires, elles vont, comme les CAF, assurer le versement de prestations, donc indemnité journalière maladie, arrêt de travail, tout le remboursement également des frais de santé, donc lors des consultations chez le médecin, quand on va en pharmacie, à l'hôpital. Donc voilà, remboursement des frais de santé. Tout un pan également, comme la branche famille de relations de service, avec des accueils répartis sur l'ensemble du département, une plateforme téléphonique également, des activités de gestion du risque que Madame Bastien a commencé à évoquer et que je maîtrise assez peu, à vrai dire. Voilà, parce que j'ai choisi à la sortie de l'école de rejoindre, en général, quand on est externe, ça va être un peu schématique ce que je vais dire, mais on pourrait y revenir dans les questions. On a en général deux grandes possibilités. Soit on fait le choix d'aller tout de suite sur du management d'équipe, management de secteur de production. J'ai beaucoup de collègues, par exemple, qui sont sortis sur des postes dans des secteurs de production. Donc, on disait, par exemple, des secteurs indemnités journalières, donc qui sont en général d'assez grosses équipes avec des enjeux stratégiques forts, ou alors moi, ce que j'ai choisi, des postes d'attaché de direction ou de chef de cabinet, où là, on travaille plutôt en lien avec, en l'occurrence, la directrice de l'organisme, la directrice de la CEPAM. Donc là, c'est des postes peut-être assez difficiles à décrire, mais on est en direct avec la directrice, donc un appui au pilotage, de l'appui dans son quotidien, à la fois pour les relations avec le conseil, avec le CSE, avec les différents partenaires. J'ai en charge voilà, le suivi des partenariats un peu globaux politiques, entre guillemets, de la caisse primaire, puisque la caisse primaire s'appuie, comme
comme toute institution, sur un certain nombre de relais sur le territoire pour porter ses actions. Donc, par exemple, parmi les partenaires importants, donc, on a la CAF, avec lesquels on partage, voilà, il y a un certain nombre d'échanges au quotidien. Pôle emploi, par exemple, qui est un autre grand acteur de la protection sociale, avec qui on échange pour faciliter l'accès aux droits, l'accès aux soins de nos assurés, des demandeurs d'emploi. La Mutualité française, la ville de Rennes en l'occurrence. Voilà, donc un certain nombre de partenaires. Également un rôle en lien avec la directrice toujours, sur l'animation de la communauté managériale, parce qu'on a un collectif de managers à la caisse primaire de Rennes d'environ 100 personnes, donc managers, leurs adjoints. Donc c'est vrai qu'il faut au quotidien entretenir le lien. On l'a vu pendant la crise, où là, une partie importante des managers sont partis en télétravail. Donc, il a fallu renouveler un peu les manières d'échanger avec eux, garder le lien, communiquer, donner de l'information. Donc, sur mon poste, voilà, la crise a occupé à peu près la moitié de cette prise de poste, donc 8 mois de crise sur 1 an et demi. Donc, c'est vrai que j'ai été beaucoup associé au comité de direction, au comité de crise sur la gestion de la crise, le départ en télétravail, on en a parlé, assurer la poursuite des activités de la caisse primaire, je vais en parler juste après. Et puis gérer ce qui a peut-être été le plus compliqué, en fait, le déconfinement, les différents retours sur site, voilà, assurer de bonnes relations avec les IRP, avec le conseil. Enfin, voilà, donc un gros rôle sur la gestion du déconfinement, gestion de la crise. Et puis, j'ai par ailleurs pilotage d'un certain nombre de projets, comme par exemple l'année dernière, à titre d'exemple, un schéma directeur des ressources humaines, parce que nos caisses donc, se structurent autour voilà, de schémas directeurs pluriannuels. Et donc, le schéma directeur RH fait partie de ces schémas structurants, et donc c'était une de mes attributions sur ce poste. Voilà, après, comme la CAF, je pense qu'on a vu que l'assurance maladie joue un rôle assez central dans cette crise et a parfaitement joué le rôle d'amortisseur social auquel est associée la sécurité sociale, la protection sociale dans son ensemble. Donc avec un certain nombre d'actions à mettre en place, par exemple le paiement d'indemnités journalières dérogatoires, donc pour les personnes vulnérables, les personnes qui devaient garder leurs enfants, donc la mise en place de prestations, paiement d'indemnités journalières, ce qu'une caisse primaire n'avait jamais vu. La mise en place du contact tracing, je pense que tout le monde en a entendu parler. Voilà, le dispositif de détection, de recensement des cas contacts des personnes testées positives à la Covid. Donc, ce qui se demande une certaine capacité d'adaptation à nos organismes, parce que par exemple là, donc je disais, sur une caisse de 900 salariés, on a à peu près 150 personnes qui ont dû arrêter tout ou partie de leur activité habituelle pour se positionner sur cette nouvelle activité. Également un accompagnement des professionnels de santé pendant toute la crise, pour lesquels la réglementation a énormément changé, donc un accompagnement des services relations aux professionnels de santé. L'explosion également de la télémédecine qu'il a fallu accompagner, des prolongations automatiques de droits, avec par exemple la complémentaire santé solidaire qui a remplacé la CMU l'année dernière
Donc là, l'assurance maladie a automatiquement prolongé les droits des assurés. Donc voilà, un rôle extrêmement foisonnant de l'assurance maladie pendant la crise. Et puis après, je pense que le plus intéressant sera de poser des questions, mais dire en tout cas que voilà, moi j'ai découvert la sécurité sociale sur le tard, je le regrette un peu, mais du coup, en tout cas, je suis assez fier d'appartenir à ce service public qui finalement est au cœur de la société. On vient de le voir avec la crise. Voilà, c'est un service public que chaque Français rencontre dans son quotidien. Euh, on a voilà, des institutions qui mettent en œuvre de manière concrète des politiques sociales avec un fort ancrage dans le territoire. On voit que chaque organisme parvient à adapter son organisation à son territoire, que ce soit un territoire rural, un territoire plus urbain. Après le N3S, on nous confie quand même assez rapidement des responsabilités importantes sur une très grande diversité de secteurs. Donc on le voit, on peut travailler dans tous les départements, dans toutes les régions de France, sur des secteurs extrêmement divers. Ça peut être des ressources humaines, des secteurs de production, de la relation client, des sujets de partenariat, d'accès aux droits, voilà, d'accompagnement des professionnels de santé, donc des secteurs très divers, et puis une institution en mouvement permanent, en prise avec l'actualité, et puis des projets déterminants à court, moyen terme sur lesquels on pourra également revenir. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très très complète. Je vais laisser la parole à Monsieur Domin, donc également pour que vous vous présentiez. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les mettre sur la conversation à côté. On y répondra juste après. Donc voilà, Monsieur Domin, je vous laisse la parole. Oui, d'abord, merci de m'avoir invité pour parler un peu du métier de directeur d'hôpital et du concours de l'EHESP, donc du concours de directeur d'hôpital ou de directeur d'établissement sanitaire et social, puisque plusieurs concours existent. Alors, je vais vous parler pour ma part d'un temps où la scolarité à Lille ne durait que 3 ans. Donc les choses ont pu bien évoluer depuis et on ne parlait pas à l'époque où j'y étais, en tout cas de la formation de directeur d'hôpital ni du métier de directeur d'hôpital. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais le seul concours dont on entendait parler à l'époque, c'était celui de l'ENA. Je n'ai pour ma part perçu qu'après avoir passé le concours de l'ENA, tout l'intérêt du concours et du métier de directeur d'hôpital. Donc, je reviendrai après sur les différentes tâches, sur les différentes fonctions qu'on peut être amené à effectuer dans le cadre de ce métier. Ce qui m'a amené au cours de la scolarité et puis au cours de la période où j'ai passé les concours à privilégier les fonctions de directeur d'hôpital, ça a été plusieurs choses que j'ai découvertes en fait au fur et à mesure du temps où j'ai préparé ces concours. La première, ça a été de travailler dans le monde hospitalier avec la forte adhésion à des valeurs très particulières que cela implique, puisqu'on est amené à être directement au contact des patients, on est amené directement au contact des personnels soignants, au contact des médecins. Donc, on est amené à partager un certain nombre de valeurs et à avoir une idée assez précise de notre métier, de ce que l'on veut en faire. Le deuxième élément qui avait beaucoup joué, plus prosaïque, c'est le fait que pour être directeur d'hôpital, on n'a pas à se battre non plus pendant des années pour sortir dans la botte d'un concours. Une fois que l'on a la formation, que l'on a réussi le concours de directeur d'hôpital, on sait qu'on aura un poste et qu'on aura le choix sur l'ensemble des fonctions que l'on peut être amené à effectuer et que l'on pourra ensuite construire soi-même son parcours au fil du temps et au fil des années.
Troisième point, c'est que c'est sans doute le métier, pour ce que j'en ai perçu et pour ce que j'en connais en tout cas, le métier dans la fonction publique où on a le plus de responsabilités et le plus d'autonomie qui vont avec. C'est-à-dire que c'est l'un des seuls postes dans la fonction publique où l'on peut être amené à recruter lorsqu'on a besoin de recruter, où l'on peut être amené à engager des projets de création de services, des projets de création d'hôpitaux, à restructurer de manière quasi intégrale des établissements lorsque le besoin s'en fait sentir. Et c'est quelque chose que je n'ai pas perçu dans les autres concours que j'ai été amené à passer. Et puis, c'est un métier où on a la possibilité d'effectuer beaucoup de mobilité si on le souhaite, comme on a la possibilité aussi de rester assez peu mobile si on n'a pas envie de bouger. J'ai côtoyé des directeurs d'hôpital à l'étranger dans des postes en mission de coopération. C'est des choses qui se font dans les associations humanitaires à l'étranger aussi. Ça existe, ce sont des fonctions qui existent aussi en Europe ou en France. On a la possibilité d'avoir toutes ces approches et toutes ces différences d'exercice. Dans la fonction publique, on décrit souvent le métier de directeur d'hôpital comme le couteau suisse de la haute fonction publique, c'est-à-dire qu'on est formé pour savoir à peu près tout faire. On n'a peut-être pas on n'est peut-être pas le corps le plus identifié dans la fonction publique, mais on est en général toujours content d'en avoir un sous la main ou pas trop loin quand on a des sujets particuliers ou des problématiques particulières à gérer. Voilà, pour vous dire en quelques mots les éléments qui m'ont décidé pour ma part à passer ce concours. Donc, comme je vous le disais, c'est un choix que je n'ai pas fait immédiatement. Donc, j'ai fait Sciences Po Lille de 94 à 97. J'ai enchaîné ensuite de manière classique avec une formation à Sciences Po Paris à l'époque, qui avait une classe préparatoire donc, pour les concours des grandes écoles. Donc, j'avais préparé à l'ENA la première année. Ensuite, comme j'avais trouvé les concours très fastidieux, je m'étais réorienté pendant un an en faisant une formation en géopolitique. Et puis, 2 ans après être sorti de Lille, j'avais décidé que c'était ce métier-là que je voulais faire. Donc, je m'étais donné les moyens de le faire en suivant un DESS de santé publique à l'époque, qui m'avait permis d'avoir une préparation complémentaire au concours, en plus de la préparation au concours que je faisais en parallèle. Ça m'a permis de réussir sans trop de difficultés ce concours. Et donc ensuite d'avoir une formation qui était à l'époque de 27 mois sur l'école de Rennes. Donc c'est une formation qui est une formation professionnalisante, c'est-à-dire que l'on est stagiaire de la fonction publique, comme dans la plupart des concours de ce type. On est amené à alterner des périodes de stage, donc des périodes de stage en établissement de santé. On peut être amené aussi à effectuer des stages dans des entreprises privées ou des stages à l'extérieur. J'avais pour ma part choisi de faire un stage à Ouagadougou à l'époque au sein du centre hospitalier universitaire de la ville, donc, et de passer plusieurs mois là-bas. Et puis, cette formation est bien sûr doublée de cours théoriques ou pratiques ou de travaux pratiques qui visent à nous permettre d'assimiler l'ensemble des compétences nécessaires pour pouvoir exercer notre métier et être entièrement opérationnel à la fin de la formation. Avec une particularité de cette formation qui est qu'on est sur des fonctions qui sont assez spécialisées. C'est-à-dire que quand on est directeur d'hôpital, on peut être amené à travailler comme directeur des ressources humaines, on peut être amené à travailler comme directeur des finances, on peut être amené à s'occuper plus spécifiquement de la logistique de l'hôpital, des commandes, ou on peut être amené à s'occuper des affaires médicales. Et pour ce faire, on bénéficie en général d'une session de formation de 3 mois
donc qui arrive à la fin de la formation, une fois qu'on a choisi son poste, une fois qu'on a choisi son affectation. Et ça nous permet, aussitôt qu'on est diplômé, de pouvoir être complètement opérationnel et en mesure de prendre la responsabilité d'un poste. Donc, malgré cette formation, la bascule dans un poste, elle peut être assez éprouvante, bien sûr, puisqu'on se retrouve d'étudiants stagiaires sans avoir de responsabilité réelle, puisqu'on a toujours un tuteur pendant nos stages auquel on peut référer. On se retrouve à être affecté sur des postes qui sont en général des postes assez exigeants. Pour ma part, mon premier poste, ça a été d'être directeur des ressources humaines dans ce qui était à l'époque un petit hôpital. Donc, mais un petit hôpital, c'est quand même 1000 agents. Je m'occupais également du personnel médical qui est géré à part dans ces hôpitaux. Et puis, je m'occupais également des systèmes d'information, donc tout ce qui est informatique hospitalière. Voilà, quand on a 25 ans et que l'on se retrouve à devoir gérer des professionnels qui ont parfois 30, 40 ans de maison, à devoir gérer des professionnels médicaux qui ont leurs propres attentes et leurs propres urgences, à devoir discuter donc avec les organisations syndicales. C'est pas une position qui est toujours très simple, mais c'est assez ça permet d'apprendre assez rapidement le travail, et puis cela reste un métier dans lequel on peut avoir très rapidement aussi le sentiment d'être utile et de pouvoir apporter une vraie contribution au fonctionnement d'un établissement. Mon parcours, il est, par rapport à d'autres collègues, assez particulier. J'ai choisi de faire un parcours essentiellement en établissement, c'est-à-dire essentiellement en restant au sein d'hôpitaux. J'ai beaucoup de collègues qui ont fait des choix un peu différents, qui ont alterné les passages avec les ministères, par exemple, puisqu'on a la possibilité d'aller travailler dans un certain nombre de postes au sein du ministère de la Santé. J'ai des collègues qui ont fait le choix d'aller travailler en cabinet ministériel. C'est aussi des possibilités qui peuvent exister. D'autres collègues qui ont choisi d'aller travailler dans le privé en clinique ou au sein d'associations qui travaillent dans le secteur de la solidarité. Donc, on a un choix assez large de parcours professionnel en général dans ce métier. Ensuite, j'ai été amené, pour vous donner une idée du type de fonction que l'on occupe, j'ai été amené à travailler comme directeur de la qualité. Donc, c'est une fonction assez spécifique à l'hôpital, mais où on est en charge donc de veiller à ce que l'ensemble des règles des règles de bonne pratique soient respectées dans un hôpital, donc de manière à ce que les patients soient pris en charge de la manière la plus responsable et la plus sûre possible. On est amené aussi, dans le cadre de ce type de poste, à avoir affaire en général aux usagers, puisqu'on a des associations de patients ou les représentants des usagers qui sont également présents dans les hôpitaux. Et puis, on a affaire aussi à tout le contentieux, donc toutes les problématiques qui peuvent exister en matière d'accueil de patients, ou de problématiques de mauvaise prise en charge qu'il faut pouvoir distinguer. Et là, il faut pouvoir distinguer ce qui relève d'une mauvaise prise en charge de ce qui relève d'une mauvaise organisation de service. Et puis, bien sûr, il faut être en mesure aussi de pouvoir y apporter des solutions. J'ai été ensuite amené à travailler au sein d'un groupe hospitalier universitaire à l'assistance publique, donc dans 2 fonctions successives. J'ai été dans mes premières fonctions à l'assistance publique en charge de fusionner les directions des ressources humaines de 5 établissements, donc ce qui représentait à peu près 8000 personnes. Et un budget d'à peu près 600 millions d'euros annuels dont on doit assumer la responsabilité. J'ai été ensuite amené, puisque le travail que j'avais fait avait donné satisfaction, on m'a demandé de refaire le même travail sur un autre établissement un peu plus gros. Et j'avais en même temps la responsabilité donc d'un site hospitalier et la responsabilité d'un secteur de gériatrie.
c'est-à-dire que j'étais en charge de m'assurer de la bonne prise en charge de l'ensemble des patients de gériatrie de l'établissement, donc ce qui représentait l'équivalent de 700 lits et d'un peu plus de 1500 personnes donc, qui travaillaient sur ce secteur-là, avec donc nécessité de garantir une bonne prise en charge de ces patients, de pouvoir trouver des professionnels pour s'en occuper, puisque malheureusement, ce ne sont pas les profils de patients qui attirent le plus les professionnels, ni les médecins, ni les infirmières, ni les aides-soignants, et que ça implique donc de pouvoir développer des politiques sociales qui soient attractives et des bonnes conditions de travail pour que l'on ait les moyens de prendre en charge correctement ces patients. Et donc avec des professionnels qui soient eux-mêmes satisfaits de leurs conditions de travail. Ensuite, j'ai complètement changé de fonction puisque on m'a proposé de travailler sur le secteur de la petite enfance à l'assistance publique. Je travaille sur l'assistance publique des hôpitaux de Paris, donc qui est un établissement hospitalier assez important. Ça représente 39 sites hospitaliers, un peu plus de 7 milliards d'euros de budget. Et au sein de cet établissement, il y a un réseau de crèches d'un peu plus de 40 crèches, de 50 crèches qui existent, qui représentaient à l'époque un déficit de 80 millions d'euros par an. Donc pour lequel il a fallu mettre en place une organisation de manière à ce que l'on ait, en relation avec nos collègues de la CAF, les moyens de pouvoir financer davantage ce réseau et d'avoir des organisations qui soient plus rationnelles pour accueillir les enfants. Et puis ensuite, j'ai changé complètement de fonction puisque je suis parti sur le secteur de la recherche. Dans la plupart des hôpitaux universitaires, il y a une direction en charge de la recherche clinique et d'innovation. Donc, c'est la direction qui est chargée de coordonner toutes les actions de recherche des hôpitaux universitaires. Comme je suis dans un établissement qui est d'une taille assez importante, je suis sur une fonction spécifique qui porte sur les relations avec les universités. En Île-de-France, on a 7 universités aujourd'hui qui sont spécialisées, qui offrent une formation en santé et qui constituent des interlocuteurs, donc soit dans le cadre de la formation des professionnels de santé, soit dans le cadre de projets de recherche clinique que l'on est amené à mettre en place. Je suis aussi amené aujourd'hui, puisque on m'a confié l'intérim de l'ensemble de la direction de la recherche clinique de l'assistance publique, à gérer l'ensemble des projets de recherche de l'assistance publique. C'est-à-dire que ça implique d'avoir des relations aussi bien avec les chercheurs qui travaillent au sein de la PHP, qu'avec les partenaires industriels ou les entreprises pharmaceutiques. J'ai passé ma matinée à travailler avec Bayer et mon après-midi avec Amgen. Donc, on est sur des négociations, sur des projets de recherche qui sont amenés à se développer au cours des années à venir. Voilà, c'est pour vous récapituler rapidement mon parcours. Et puis, pour vous donner aussi quelques exemples plus concrets de ce que l'on peut être amené à faire, on est aussi amené, bien sûr, à gérer des crises. J'ai eu, lors de ma prise de poste, à gérer la canicule sur le premier hôpital où j'étais. C'est-à-dire que je me suis retrouvé confronté à 3 heures du matin au préfet qui me demandait de déclencher les opérations d'urgence dans un hôpital où il n'y avait pas un chat. On s'est retrouvé encore au début de l'année avec le Covid, avec un certain nombre de collègues qui n'étaient pas indispensables sur leur fonction, en tout cas pas à plein temps, à alterner le télétravail et le brancardage dans les services pour pouvoir aider le personnel hospitalier. Donc on est parfois amené à effectuer des fonctions qui sont très différentes de ce qu'on imagine être des fonctions de direction. Et puis en parallèle, on peut être amené à piloter des projets de construction d'établissements de bout en bout, ou des projets de fusion ou de regroupement d'hôpitaux avec tout le volet immobilier que ça comporte.
avec tout le volet managérial, puisqu'il faut amener à faire collaborer des professionnels de santé qui ont la particularité par rapport à d'autres lieux d'exercice d'être des professionnels en général très formés. Hein, les médecins avec lesquels on travaille sont à bac plus 10 et un certain nombre de PUPH avec lesquels les praticiens hospitaliers universitaires avec lesquels on travaille sont à bac plus 12 et bac plus 15. Donc, ils ont une compétence que l'on n'aura jamais en médecine et nous, on est chargé de pouvoir leur apporter ce qui leur manque en termes de compétences de gestion, en termes de capacité de pilotage et de pouvoir les aider à mener à terme ce qui paraît donc le plus pertinent en termes de santé. Voilà pour vous présenter en quelques mots mon expérience, mon parcours, puis ce qui m'a motivé à faire ce métier. Et puis je suis donc disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions. Donc, on va peut-être commencer par les premières, donc qui s'adressent plutôt à Madame Bastien. Donc, on vous demande, avez-vous des conseils pour préparer efficacement le concours cette année? Avez-vous des conseils particuliers pour l'oral et des conseils de lecture, rapports atypiques, livres, articles en rapport avec la protection sociale? Alors, il y a les manuels classiques hein, sur la protection sociale, ça vous allez les trouver très facilement. Ce qu'il est intéressant de regarder, c'est, et ça se trouve aussi facilement sur les sites de nos institutions, ce sont les conventions d'objectifs et de gestion, les COG. Ce sont ces conventions qui lient l'État et les caisses nationales d'assurance maladie, de recouvrement et de la famille et de la retraite. C'est ce qui donne les grandes missions de nos organisations pour des périodes en général de 4 ans avec les objectifs principaux que l'État nous donne en tant que délégataire d'un service public. Donc, ça va être, par exemple, il y a un très grand volet pour la branche famille qui parle de trouver un mode de garde adéquat pour les familles pour permettre la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Donc, c'est des documents assez intéressants, en tout cas qui sont assez concrets sur les missions des organismes. Après, donc, pour ceux qui s'intéressent vraiment au concours, je vous invite là très clairement à aller consulter le site de l'EN3S. Là, récemment, il y avait des podcasts sur la préparation, différents podcasts sur les différentes étapes de préparation au concours. Donc, moi, j'ai fait un podcast là, par exemple, sur l'épreuve du grand oral. Donc, pour préparer ce concours, il faut avoir un peu d'éléments de l'actualité de la protection sociale. Donc, ça veut dire qu'il faut lire un peu la presse, il faut s'intéresser au sujet. Et tous les jours, on a des sujets en lien avec la protection sociale, que ce soit les cotisations et donc le recouvrement auprès des entreprises avec les questions de charges sociales, la pauvreté, c'est les CAF, bien sûr le contact tracing, Corentin en a parlé, c'est l'assurance maladie, mais à chaque fois qu'on ouvre le journal, il y a forcément des sujets qui ont trait à la protection sociale. Le N3S, d'ailleurs, publie toutes les semaines une forme de newsletter qui récapitule un peu les grands sujets avec les rapports importants à lire, les rapports du Haut-Commissariat au financement de la sécurité sociale, le rapport du Haut-Commissariat à la famille, etc., etc. Et donc, il y a aussi, selon l'actualité des branches, il y a aussi, bien sûr, les lois de financement de la sécurité sociale. Là, on entre dans le timing du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera voté fin décembre pour une application pour l'année prochaine. Et souvent, dans ces discussions-là sur la loi de financement de la sécurité sociale, il y a des sujets d'actualité très intéressants, type pour l'année prochaine, l'instauration d'un congé
paternité allongé de 28 jours pour donc les nouveaux papas à partir de juillet. Ou par exemple, là ce matin, on a parlé de la création d'une indemnité journalière pour les professions libérales, qui est une nouveauté totale puisque depuis 45, il y avait eu un débat pour que les professions libérales n'adhèrent pas directement au régime général de la sécurité sociale, mais restent un peu en dehors, puisqu'il y avait des particularités professionnelles qu'elles revendiquaient. Et en fait, aujourd'hui, vous voyez, quasiment 75 ans après, on en arrive encore à créer du droit positif pour les professions libérales. Donc voilà, c'est l'actualité, les manuels, et puis pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, les conventions d'objectifs et de gestion, branche par branche, où là, on est très en détail sur les missions qui sont confiées aux organismes branche par branche. Impeccable, merci Madame Bastien. Je me demandais si Monsieur Cadas n'avait pas un mot à ajouter sur la préparation des concours, étant donné que vous avez passé le même. Et je profite même de cette question pour vous demander, parce que tout à l'heure vous l'avez évoqué, quels sont les avantages de passer les concours à travers la prépéna de Sciences Po Lille? Vous aviez évoqué la question de prépa à taille humaine, ce genre de choses. Donc peut-être réagir sur cette question et puis élargir également sur la notion de prépa à Sciences Po Lille. Ouais, du coup, je partage complètement ce que Madame Bastien vient de dire pour la préparation. Je rajouterai juste le rapport annuel de la Cour des comptes, qui est aussi assez finalement, très accessible et qui balaye un certain nombre de sujets. Et puis toujours sur le site de l'EN3S, on vient de fêter les 75 ans de la Sécu la semaine dernière, et donc il y a eu une matinée avec pas mal de tables rondes et de conférences autour de la sécurité sociale, la projection dans les années à venir. Et donc voilà, tout à fait intéressant, c'était tout à fait intéressant, j'ai trouvé. Et puis pour rentrer dans la matière, ça dépend à quel niveau on est. Mais moi, j'ai tout simplement commencé par le que sais-je, la sécurité sociale de Benjamin Ferras et Julien Damon. Où là, voilà, pour rentrer dans la matière, moi, je trouvais qu'il y avait rien de mieux en tout cas. Il vient d'être actualisé, et donc avec toutes les dernières informations, et Julien Damon est un chantre merveilleux de la sécurité sociale. Oui, tout à fait. Benjamin Ferras aussi, je ne sais pas s'il intervient toujours à Lille, mais c'est en partie lui qui m'avait fait découvrir la sécurité sociale. Après, sur la prépa, oui, tout à fait. J'avais personnellement pas candidaté dans les grandes prépas parisiennes, tout simplement parce que déjà, j'étais pas trop mal à l'IEP. Il y a un peu ce côté familial, entre guillemets, où on était une toute petite promotion vraiment de 15 personnes, où on préparait des concours assez différents, l'ENA, l'INET, le HESP, les concours des IRA, tous les concours. Mais malgré tout, il y avait une vie assez riche où on partageait beaucoup d'infos. Il n'y avait pas de concurrence particulière entre nous. Ce n'était pas l'intérêt. Donc voilà, pour le petit groupe, c'était tout à fait intéressant. Et puis c'est vrai que les professeurs étaient tout à fait disponibles. Voilà, sur les copies qu'on rendait, on avait des corrections ultra personnalisées, avec des commentaires riches dans les marges. Enfin voilà, c'était pour ça, c'est les deux principaux intérêts que je voyais. Après, pour l'oral, il y aurait beaucoup à dire. Madame Bastien pourra compléter là aussi. Moi, je sais que ce qui était attendu, c'était voilà, une capacité à se projeter dans une fonction au-delà de l'EN3S. En fait, on ne nous interrogeait pas forcément sur pourquoi la sécurité sociale.
quel poste, dans quel secteur vous vous voyez. Donc voilà, cette capacité de projection à 2, 3, 4 ans, les compétences, les expériences bien travaillées là-dessus qu'on a pu développer, que ce soit durant la formation, durant les stages, durant les petits boulots, et en quoi il y a un lien avec les fonctions qu'on a à exercer plus tard, de manager pour commencer, d'agent de direction ensuite. Voilà, c'était essentiellement enfin, surtout ça sur lequel on était attendu. Avec les grands enjeux de Et la les grands enjeux protection de chaque sociale, branche. quoi, avec encore une fois cette question d'être à peu près à jour sur l'actualité. Ouais. Quand vous savez que vous êtes admissible, il faut regarder ça tous les jours jusqu'au concours, jusqu'aux épreuves orales, quoi, pour être à peu près incollable, parce que on va vous poser des questions sur le dernier rapport qui vient de sortir, au moins pour voir si ça vous dit quelque chose. Après, on ne sera pas forcément hyper technique dans un grand oral. Ça sera plutôt les oraux techniques, comme leur nom l'indique. Mais au grand oral, quand même, il faut qu'il y ait des centres d'intérêt manifestes pour la protection sociale, parce que sinon, on se demande ce que vous êtes venu faire là, quoi. Et puis oui, une autre partie de l'oral, c'est, mais comme dans les autres concours d'ailleurs, c'est beaucoup de mise en situation managériale, parce que notamment quand on est externe, bah, on sort sur des postes de management. Du coup, ouais, on nous attend aussi beaucoup là-dessus. Merci beaucoup. On reviendra après sur l'N3S. On a une question pour Monsieur Domain. Donc, ressentez-vous la fracture dont on parle assez fréquemment entre les personnes provenant de formations Sciences Po administratives et le monde sanitaire, médecins, etc. Si oui, considérez-vous cela comme un frein dans l'exercice de votre métier actuel, ou du moins un levier? On ne ressent pas une fracture. On sait qu'on a des compétences qui sont différentes. On sait qu'on travaille avec des professionnels qui sont qualifiés. Et ça ne sert à rien quand on est directeur d'hôpital d'essayer d'être plus médecin qu'un médecin ou d'avoir plus de dire qu'on connaît mieux l'organisation des soins qu'une infirmière. C'est pas notre rôle. On est là pour travailler de manière complémentaire, et ce qui est attendu de nous justement, c'est de savoir mettre suffisamment d'huile dans les rouages pour que tout le monde puisse travailler ensemble et arriver au meilleur résultat possible. Là où il peut y avoir ce que vous appelez une fracture, même si le terme me paraît excessif, c'est en général entre la direction et certaines équipes. Mais ça n'est pas propre à la formation à Sciences Po. On est depuis des années sur des plans d'économie au sein des hôpitaux. Donc ça a nécessairement créé des tensions, et même lorsqu'il y avait des médecins dans les équipes de direction, comme cela arrive parfois, ils étaient mis au même banc que l'ensemble des directeurs. Donc la difficulté, ça fait partie aussi de l'intérêt de notre métier, c'est de pouvoir dépasser ces conflits-là et réussir à motiver tout le monde pour travailler dans l'intérêt du patient et de pouvoir garantir le meilleur fonctionnement possible de l'hôpital. On peut être amené à s'envoyer la vaisselle à la figure. Ça arrive partout. Il y a très souvent des syndicats qui peuvent nous dire qu'on est là pour dissoudre le service public, ou des médecins qu'on va assassiner les patients parce qu'on ne fait pas ce qu'ils nous demandent. Bon, ça fait partie du jeu d'acteur. Il faut voir tout ce qu'il peut y avoir de concret et de constructif derrière le jeu d'acteur que l'on est capable de mettre en œuvre, et de voir la dynamique que l'on peut lancer à partir de ce type de discussion. Donc ça fait partie de notre rôle et de notre valeur ajoutée. Entendu, merci Monsieur Lemont pour votre réponse. On a une question concernant les concours, et notamment le conseil de passer le concours en interne ou en externe. Et si passer le concours en interne, est-ce qu'il faut nécessairement passer par ou être aidé par une prépéna? Donc je cède la parole à Madame Bastien, je pense, étant donné que vous avez passé le concours en interne.
Alors, en interne, il y a une prépa aussi dans le monde de la sécurité sociale qui est proposée par l'UCANS, qui est en fait notre organisme commun à toutes les branches, spécialisé un peu sur les questions de ressources humaines et de conventions collectives de tous les personnels de sécurité sociale. Et donc, vous pouvez candidater à cette prépa interne que j'ai faite aussi, moi, à l'époque. Donc, c'est en gros une semaine par mois. Vous êtes détaché en quelque sorte ou autorisé à vous absenter de votre poste de travail pour rejoindre la prépa. Et c'est des devoirs, des préparations, une aide à la présentation orale quand on est admissible. Et donc, c'est très formateur. Et en général, il y a un bon taux de réussite puisque c'est quasiment 1 sur 2 à la prépa qui est reçu après. Hein. La probabilité de réussite au concours interne, elle est quand même très intéressante. Hein. Donc, il faut avoir fait 4 ans dans un poste à un niveau minimum d'encadrement qui est chez nous pour l'instant ce qu'on appelle un niveau 7. Donc, c'est un niveau déjà assez élevé ou une expérience. Donc, les conditions là, du concours interne, elles sont aussi sur le site de l'EN3S. Elles ont peut-être pu changer ces derniers temps, mais en gros, c'est à peu près ça. C'est 4 ans à un niveau relativement élevé. Donc, si vous voulez rentrer sans passer le concours, hein, c'est possible aussi. Donc, sur le site La Sécu Recrute, c'est pareil. Hein, tous les jours, il y a des milliers d'emplois. Ça peut d'ailleurs vous donner une idée assez précise de ce que peut être un emploi au sein de la sécurité sociale. Donc, il y a tous les niveaux. Hein, puisque la sécurité sociale a aussi des établissements de santé. Donc, on recrute aussi des professionnels de santé type infirmier ou rééducateur, par exemple, parce qu'on a quelques centres de rééducation fonctionnelle. Donc, c'est tous les métiers et c'est France entière hein, sur ce site, la Sécu Recrute. Vous pouvez sélectionner par zone géographique, par type d'emploi, par type d'organisme. Donc, on peut postuler comme ça, là où il y a des besoins quand on voit que c'est en externe. Ça peut être des chargés d'études, ça peut être des directeurs financiers, des contrôleurs de gestion. Donc, il y a des métiers qui peuvent aussi ne pas être immédiatement en rapport avec la protection sociale. Mais ça vous permet d'entrer dans un organisme, de faire vos 4 ans nécessaires avant de passer le concours interne. Et souvent, on a ces profils-là qui sont des très bons professionnels fonctionnels, des statisticiens, des chargés d'études. Et puis après, pour atteindre les niveaux de responsabilité d'agent de direction, il faut passer par ce concours. Mais du coup, c'est un peu plus facile de le passer en interne. Merci beaucoup. Peut-être Monsieur Gadas, Monsieur Domin, vous avez quelque chose à rajouter sur cette question? Sur le concours interne, non. Enfin, effectivement, une promo de l'EN3S, c'est en gros moitié externe, moitié interne. Oui, moi, tous mes collègues internes sont passés par cette prépa et avaient derrière eux, oui, ça dépend. Le plus jeune avait peut-être 4 ans de sécu, le plus âgé avait déjà fait et travaillé 20 ans. Voilà, donc, mais tous étaient passés par la prépa, effectivement. Oui, pour ce qui concerne le concours de directeur d'hôpital, je pense qu'on est vraiment sur un choix personnel. On a vu au fil des années que le concours interne était devenu une voie d'accès effectivement choisie par un certain nombre de candidats. Ça dépend de leur volonté et de leur souhait de pouvoir s'inscrire dans une préparation au concours pendant parfois 2-3 ans. C'est pas un choix que tout le monde fait. Il y en a un certain nombre aussi qui s'inscrivent dans cette préparation au concours en sortant de Sciences Po, qui obtiennent le concours d'attaché d'administration. C'est ce que j'ai vu de plus fréquent.
qui travaille comme attaché d'administration hospitalière pendant 3 ou 4 ans et qui ensuite enchaîne sur le concours interne après avoir passé une prépa. Ça permet d'arriver à peu près au même résultat que lorsqu'on est sorti de l'IEP, que l'on a fait une prépa, sauf qu'on met 4 ans de plus, mais le résultat est le même. Donc on est vraiment sur des choix personnels en termes d'organisation de vie, en termes de contraintes. Mais ça n'a pas d'incidence sur la carrière à plus long terme. Après, par contre, ce type de parcours rend plus compliqué le choix de ceux qui souhaitent passer le concours après 15-20 ans de carrière. Et ça, on voit qu'il y en a effectivement de moins en moins, puisque la plupart des internes aujourd'hui sont des profils Sciences Po qui ont fait 3 ou 4 ans dans les hôpitaux sur des postes à responsabilité. Parfait, merci pour vos réponses. On a une question concernant la sortie de concours de l'EN3S. Est-ce qu'il est possible, en sortant de l'EN3S, d'avoir des postes plutôt financiers, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il y a un système, grosso modo, comme dans la fonction publique d'État avec l'ENA, de grands corps ou du moins de branches qui seraient peut-être plus prestigieuses que d'autres, par exemple, concernant ce concours? Alors, je me permets de répondre rapidement là sur les questions financières. Oui, tout à fait. On peut sortir. Alors, il y a ce qu'on appelle les directeurs comptables et financiers. Au sein pendant la scolarité, il y a une option comptable qui est passée, hein, qui est une épreuve à laquelle on participe quand on est dans la promotion, et on a ou pas cette option comptable. C'est-à-dire que on est entre guillemets estampillé capable de devenir directeur comptable et financier. Alors ceux qui ont une formation initiale en gestion, c'est forcément plus facile de l'avoir. Et donc on peut assez vite soit sortir sur des postes de fondés de pouvoir, c'est-à-dire l'adjoint en gros du directeur comptable et financier, soit directeur comptable et financier assez rapidement. Peut-être pas tout de suite quand on est externe après le N3S, mais en plus, c'est des postes qui sont assez recherchés parce que il y a assez peu de volonté immédiate pour occuper ces fonctions-là. Donc oui, c'est très recherché. Et il y a des belles carrières à faire. Et vous pouvez passer de directeur comptable et financier à directeur d'organisme. Et sinon, pour les grands corps, alors, je dirais que c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Ce qui peut arriver plus facilement, c'est de passer par les caisses nationales, voire même par le ministère, parce que quasiment à chaque promo de la sortie de l'EN3S, il y a des élèves qui sortent au moins temporairement au ministère des Affaires sociales et de la Santé, hein, sur des fonctions parfois très, très pointues. L'idée ou la vocation n'étant pas d'y rester trop longtemps parce que l'école forme des managers d'organismes de sécurité sociale. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi dans les parcours professionnels, c'est de mixer un peu justement caisse nationale, caisse locale, petite caisse, grande caisse, région parisienne, province, et essayer de basculer dans différentes branches. On peut très bien, comme on l'a dit, et en ça, on peut rejoindre aussi un peu ce que me disait Monsieur Domin, hein, on peut être responsable des ressources humaines, comme on peut diriger une plateforme téléphonique de 90 salariés à la sortie de l'école quand on a 23 ans. On peut être chargé de communication. Il y a vraiment différents métiers à différents endroits qui sont intéressants. Après, j'avais cru voir dans les questions là passer rapidement quel est le lien avec l'IGAS. L'IGAS, en fait, c'est une de nos tutelles et on peut être soumis au contrôle de l'IGAS, par exemple, dans un des organismes dans lequel j'ai travaillé.
il y a eu une enquête de l'IGAS à propos du système d'information. Donc là, c'est un audit, ils viennent pendant plusieurs jours, parfois ça peut être plusieurs mois, on discontinue et ils ont un rapport à faire à la fin. Donc ça peut être l'IGAS, ça peut être la Cour des comptes, ça peut être la MNC, la Mission nationale de contrôle. Là, en février, j'ai un contrôle sur la gestion de la fraude interne dans mon organisme, c'est-à-dire comment je mets en place des procédures de vérification contre la fraude interne. Voilà, ça peut être des exemples comme ça. Merci beaucoup. Justement, donc sur la question de l'IGAS, peut-être donc la même question à Monsieur Domain. Quel lien particulier donc pour un directeur d'hôpital à l'IGAS? Alors l'IGAS, elle fait partie aussi des inspections qui sont susceptibles de contrôler les hôpitaux. C'est en général lorsqu'il y a un gros problème identifié sur un hôpital, on diligente une mission de l'IGAS pour approfondir la problématique. Donc là aussi, on est amené à avoir soit des missions de l'IGAS, soit des missions de la Cour des comptes. Et l'IGAS a cette particularité que c'est aussi un corps qui permet de recruter, enfin qui recrute des directeurs d'hôpitaux avec une certaine expérience, justement pour pouvoir disposer de compétences sur ce type de mission. Merci beaucoup, monsieur Domain. J'avais rapidement une question à vous, monsieur Domain, et aussi à monsieur Cadas, puisque vous avez évoqué un petit peu cette thématique. C'est finalement quand on sort des concours, quand on sort des écoles, on est parfois un peu projeté à des postes quand même avec de certaines responsabilités. Vous avez parlé, monsieur Domain, d'avoir 25 ans et d'être à des postes avec de fortes responsabilités ou de gérer quand même, monsieur Cadas, un montant, vous avez parlé de 2 milliards d'euros pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, donc quand même de sacrées responsabilités. Et je pense que je parle un peu au nom des étudiants qui ont déjà été dans des situations de stage où parfois ils ont été mis un peu face à certaines responsabilités. Comment on fait concrètement quand on sort de l'école et qu'on est projeté comme ça un petit peu face à des responsabilités qui parfois sont assez écrasantes? Comment on fait en gros pour avoir les épaules, si on peut le dire un peu brusquement d'une certaine manière? Alors, d'abord on choisit. Moi, j'avais choisi un premier poste avec un chef avec lequel j'avais le sentiment que le courant passait bien et j'avais le sentiment qu'il pourrait être un appui aussi. On choisit aussi une équipe, puisque la plupart des professionnels qui travaillent moi j'étais sur un poste de DRH, donc au sein de cette équipe, il y avait un certain nombre de professionnels qui étaient compétents, qui avaient déjà une expérience. Et je me suis beaucoup appuyé sur eux pour qu'eux-mêmes m'apprennent ce qui m'était nécessaire de savoir rapidement. Donc ça a été des points d'appui très très importants. Et puis pour le reste, on bosse et on essaye de continuer à se former. La formation, elle ne s'arrête pas et on n'arrête pas d'apprendre une fois qu'on est sorti de Sciences Po, ni qu'on a eu le concours et qu'on a suivi la formation. On est amené à se spécialiser sur chaque poste et ça implique de régulièrement se remettre à acquérir des bases. J'ai dû le faire encore récemment en passant sur des fonctions spécialisées en recherche. Je n'avais pas une grande expérience en la matière, mais il a quand même fallu que je prenne le temps d'acquérir suffisamment de connaissances dans le domaine pour pouvoir avoir un jugement pertinent. On attend de nous cette souplesse et cette capacité d'adaptation. Ça fait partie des éléments pour qui je parle pour les directeurs d'hôpitaux. Je connais mal les autres fonctions, mais ça fait partie des éléments qui sont primordiaux et qui nous permettent justement d'avoir une hauteur de vue et de ne pas avoir une vision extrêmement technique. Cette vision technique, elle doit être maîtrisée par les équipes avec lesquelles on travaille, mais ce n'est pas à nous de l'avoir. On doit être en mesure, par contre, de s'appuyer sur ces éléments techniques pour élaborer des projets de plus grande envergure.
Oui, bah pour compléter, c'est tout à fait ça. Déjà, il faut être prêt, il faut le vouloir, se retrouver, comme on vous dit, à 25 ans devant des équipes de 50, voire 100 personnes, donc qui attendent de vous une prise de décision, une vision. Voilà. Après, on est quand même formé par. On a sous Sciences Po, on a le N3S qui, pendant 1 an et demi, nous donne un certain nombre de clés. Après, l'école ne prépare évidemment pas à tout. Donc, on arrive en poste et puis il y a des situations auxquelles on était plutôt préparé, d'autres un peu moins. Et du coup, comme disait Monsieur Domain, oui, on bosse. Une première année de poste, en général, on bosse un peu plus que les 39 heures requises. Contrairement, alors là, c'est peut-être un point où je m'écarte un peu à l'EN3S. Effectivement, on n'attend pas de nous de maîtriser la technique parce qu'effectivement, on a des managers, des référents techniques, des équipes qui la maîtrisent beaucoup mieux que nous. Mais je pense qu'il est nécessaire quand même de s'y intéresser, de s'immerger dans les systèmes d'information pour maîtriser un petit peu, pour maîtriser au moins un peu cette activité. Et puis, on échange beaucoup avec nos collègues, avec nos responsables. Voilà, il n'y a pas de... Il y a des situations parfois un peu délicates pour lesquelles on n'a pas les réponses et puis on apprend beaucoup sur le tas sur pas mal de sujets. Merci beaucoup. Alors, on a encore quelques questions, mais on va peut-être conclure car il se fait un peu tard. Donc, peut-être si vous deviez conseiller aux étudiants qui veulent travailler justement dans le secteur sanitaire, social, passer les concours que vous avez passés, ce serait lequel? Pour ma part, ce serait de faire des stages ou d'avoir des expériences professionnelles dans les hôpitaux. Il y a une expérience professionnelle qui est très formatrice pour connaître un hôpital, c'est de travailler comme brancardier. Il y a des hôpitaux qui recrutent tous les étés des brancardiers pour renforcer leurs équipes. Donc, il y a des possibilités et ça permet d'avoir une idée d'ensemble du fonctionnement d'un établissement. Il y a aussi possibilité de faire des stages dans des directions qui peuvent accueillir des directions des finances, des directions des ressources humaines qui peuvent tout à fait accueillir des étudiants de Sciences Po en stage. Pour moi, c'est un élément important. J'avais fait un stage dans la fonction publique territoriale, par exemple, qui m'avait amené à décider de jamais y travailler. Donc, je pense que ce type de confrontation avec le réel est quand même indispensable, puisqu'après, une fois qu'on a préparé le concours, une fois qu'on a passé quelques années dans les bouquins et qu'on sort de l'école, c'est dommage de se rendre compte que ça ne convient pas il est un peu tard pour changer de fonction. On peut y arriver, mais c'est quand même beaucoup plus long. C'est dommage de devoir travailler dans quelque chose qui ne nous convient pas pendant quelque temps. Oui, aller sur le terrain, beaucoup échanger, comme on le fait là. Après, on n'a pas la possibilité de faire 15 stages avant de passer les concours. Donc, on choisit un ou deux organismes de stage et puis après, on essaye d'échanger beaucoup avec les professionnels. Et puis, de la motivation parce que la prépa, même si moi, je regrette parfois un peu mon année de prépa qui était très riche intellectuellement, très, très stimulante. C'est pas une année facile, mais derrière, on se retrouve qu'on soit directeur d'hôpital, agent de direction, dans n'importe quelle fonction publique, sur des métiers de service public qui ont vraiment un sens. J'en étais convaincu, mais là, la crise m'en a encore plus convaincu. Donc, une motivation à passer ce cap des concours pour derrière avoir de très beaux postes.
eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Monsieur Domain, Monsieur Cadas. Je remercie Madame Bastien qui nous a salués en message et qui a dû partir il y a quelques minutes. J'espère, mais je n'ai aucun doute, que cette conférence a été utile pour les étudiants, que ça a permis de découvrir justement cette thématique du sanitaire et du social que l'on aborde peu, trop peu sans doute même, à Sciences Po quand on est étudiant en affaires publiques. Donc merci pour la qualité de votre intervention, la qualité de vos réponses. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si Océane a un mot à ajouter. Bah, peut-être si les étudiants ont des questions, est-ce que vous nous autorisez à leur transmettre vos mails peut-être? Oui, il y en a Oui, pas une de ou deux, souci. j'ai vu, auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, oui, oui, avec plaisir. Ouais. Oui, n'hésitez Parfait. pas. Pas de problème. Et Merci de merci votre accueil. beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très intéressant. Merci à vous. Bonne Bonne soirée. fin de journée. Au revoir. Bonne Merci. soirée.